Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grégoire le chantait dans son titre Connecté en 2018. On peut être vraiment au top de la technologie de son propre côté et pourtant ne pas avoir connaissance, ne pas savoir discuter avec ceux qui nous sont proches, parfois physiquement. C'est effectivement le cas si l'on transpose cette métaphore un peu de ce qui peut se passer dans certaines collectivités où quelques services pourront être vraiment au maximum des capacités du moment en termes de connectivité, sans pour autant savoir ou alors sans pour autant mutualiser leurs compétences avec le service du couloir d'en face, que l'on parle par exemple d'électricité, d'eau ou encore d'autres services de collectivité. Alors, il est effectivement loin le temps des porteurs d'eau parisiens, le temps des allumeurs de réverbères. Aujourd'hui, on est plutôt à la domotique, on est à la télégestion, que ce soit par des systèmes d'ondes ou d'autres technologies que nous découvrirons aujourd'hui grâce à nos intervenants de qualité, comme vous allez le voir. Pour parler des services connectés, que ce soit dans le monde de l'eau, évidemment, ou dans d'autres services, nous commencerons par dresser un état des lieux des technologies existantes. Vous avez des noms parfois bizarres, des sigles, des acronymes. Vous saurez tout sur ces technologies après l'intervention de M. Wassim Driouchi, qui est associé à Bearing Point. Bonjour Wassim. Bonjour Alexis, merci pour l'invitation. Voilà, donc vous nous ferez ce premier bilan de ce qui peut exister, à la suite de quoi nous entendrons Laurent Michel, qui est président directeur général chez Bioti. Nous entendrons, après ce témoignage d'un industriel dans le domaine de l'éclairage, un retour d'expérience d'une collectivité, Mont-de-Marsan, qui, avec messieurs Patrice Marboutin, qui est directeur à la communauté d'agglomération, et Philippe Mondina, qui est responsable du service eau. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous nous raconterez un peu dans les détails comment Mont-de-Marsan, il y a déjà quelques années de cela, s'est mise à plonger dans le monde de la télégestion de ses compteurs d'eau notamment, tout ce que ça a impliqué en termes d'organisation, de coûts, de prévision, de renouvellement et même de ressources humaines pour les agents qui auparavant s'occupaient de relever les compteurs. Et à la fin de ce retour d'expérience, après lequel vous pourrez évidemment poser toutes vos questions, nous entendrons Samuel Loison, directeur des opérations chez Suez Digital Solutions. Bonjour Samuel. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et tous. Avec vous, on reviendra sur les possibilités de mutualisation qui peuvent exister entre ces différents services, hein, on l'a dit, qui parfois communiquent très bien avec leur matériel, mais pas forcément avec ceux des collègues. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser l'ensemble de ces ressources, de ces compétences au sein d'une même collectivité? Et votre intervention donnera lieu à des échanges avec vous qui nous suivez en direct pour qu'on puisse comprendre voilà, si ça se fait sur certains territoires, quelles seraient les difficultés et les avantages de telles mutualisations. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je vous souhaite donc une très bonne conférence en donnant tout de suite la parole à Wassim Dribchi pour cette introduction plus générale et technique de ce monde de la télégestion, télérelève. Eh bien, merci donc pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. L'objectif, comme le disait Alexis en introduction, c'est de passer une quinzaine de minutes ensemble pour introduire le sujet de la connectivité IoT, essayer de dresser un état des lieux des principales connectivités LP1. Si l'acronyme ne vous parle pas, on reviendra un peu dessus. Et tenter de dégager quelques axes qui permettent à ceux qui souhaitent initier des projets IoT et sélectionner leur connectivité d'avoir en tête les critères de choix qui peuvent être pertinents.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide introduction sur quels travaux je me base pour vous partager ces informations. Et pour le dire simplement, en fait, ce sont des travaux qui ont été initiés par un think tank autour de l'IoT qui s'appelle l'IoT Business Hub. L'IoT Business Hub, c'est donc un think tank qu'a créé Bearing Point. Je suis moi-même associé au sein de Bearing Point en charge de tous nos projets autour de l'Internet des objets, avec un background d'ingénieur télécom et plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement des transformations numériques. Donc, ce think tank IoT Business Hub, ce n'est pas que le travail de Bearing Point, c'est un véritable écosystème qu'on a monté en 2018 et qui aujourd'hui réunit à la fois des fournisseurs de solutions IoT, des utilisateurs de solutions IoT. L'objectif étant d'évangéliser, de vulgariser au maximum ce que peut être le marché de l'Internet des objets, notamment en France, d'identifier toutes les complexités opérationnelles qui peuvent se poser et en les identifiant, de partager les bonnes pratiques, la connaissance qui va permettre d'accélérer la transformation numérique des organisations publiques et privées. Et bien entendu, celles qui nous intéressent aujourd'hui sont plutôt les organisations publiques. Donc ça, c'est le petit mot sur ce qu'est l'IoT Business Hub et qui explique un peu les sources que je vais utiliser par la suite. C'est la dernière diapositive sur ce qu'est l'IoT Business Hub. Et pour vous dire qu'on a bien une vue cross-sectorielle avec une communauté qui maintenant est plutôt large, plus d'1 millier de professionnels experts de l'IoT, plus de 400 organisations, donc publiques et privées, qui sont représentées et qui nous permet de dresser régulièrement des panoramas, de publier des livres blancs. On le fait de façon annuelle. La dernière édition était centrée sur l'IoT au service du sport. Celle qu'on prévoit pour cette fin d'année, au mois de décembre, sera sur l'IoT pour le secteur public. Et donc, qui nous permet, nous, en tant que société de conseil, d'accompagner notamment les collectivités locales et acteurs parapublics sur leurs projets de transformation quand ils le jugent nécessaire. Donc, bien entendu, si c'est un sujet d'intérêt pour vous, je me tiens à votre disposition pour en reparler. Maintenant, pour rentrer sur le contenu de cette présentation, tout d'abord une mise en perspective. Un projet IoT, lorsqu'on souhaite l'initialiser, on pense souvent aux critères techniques qui vont permettre de faire le bon choix. Bien entendu, la réussite d'un projet ne tient pas qu'à des choix techniques, comme vous en avez l'habitude. Il y a aussi des choix qui sont d'autre nature, qui ont à faire à toutes les modifications qu'on va pouvoir apporter à l'organisation, à la vue métier, aux besoins métiers. Et donc, bien entendu, c'est la conjonction de ces besoins métiers à la fois au moment où on souhaite lancer le projet, mais aussi de façon dynamique en prévision des années à venir et des composantes technologiques qui sont à disposition qu'on va réussir à faire les bons choix. Maintenant, pour autant, une fois qu'on a parlé de cette partie métier, si on s'intéresse à la chaîne de valeur IoT, l'objet de la présentation est sur la partie connectivité, mais je souhaite quand même la mettre en perspective de toute la chaîne de valeur IoT. De façon classique, on la décompose autour de 3 à 4 maillons, en partant des objets et capteurs connectés jusqu'aux services, en passant par la connectivité et les plateformes. Et je dis bien les plateformes, ça c'est un point d'attention également. On fait souvent un raccourci, parfois par méconnaissance, parfois par aussi simplification. Mais tout le sujet est que dans le monde de l'IoT, il y a souvent besoin de plusieurs plateformes et que la plateforme unique qui répond à tous les besoins fonctionnels n'existe pas, ou sinon c'est qu'on est encore sur une ambition qui reste assez limitée. Donc voilà, les 4 maillons, objets, capteurs, connectivité, plateforme, service. Ça, c'est la première partie de la mise en perspective, c'est remettre la connectivité dans le cadre de tous ces maillons de la chaîne de valeur. Le deuxième point de mise en perspective, c'est que les choix qu'on va vouloir effectuer pour faire la bonne sélection de solutions doivent être des choix qui ne s'appuient pas que sur une vision, on va dire, de mise en place de la solution, ce qu'on traduit ici dans le tableau par la colonne de build, mais également par l'anticipation de toute la partie supervision, exploitation, maintenance, évolution de la solution. Et donc là, le point, ça rentrait dans le détail du tableau, c'est qu'en réalité, le choix doit bien être multicritère, à la fois tenir compte de cette anticipation
sur le run, mais également d'une vue un peu 360 sur tous les maillons de la chaîne de valeur, et même, si je reprends ce que je disais en introduction, élargi à la dimension métier pour bien embarquer les futurs utilisateurs, ceux à qui, futurs utilisateurs ou usagers, ceux à qui la solution va apporter des bénéfices. Donc, cette slide, c'était pour remettre en perspective la partie connectivité, parce que maintenant, l'objet de la suite de la présentation sera bien de zoomer sur cette partie connectivité qui elle-même n'est pas une partie simple à décrypter. Donc là, ce que je vais essayer de faire dans les quelques minutes qui viennent, ça va être de vous donner un état des lieux de ce qui peut exister en termes de choix technologiques possibles, avec une identification de leurs avantages et inconvénients et un message à retenir qui sera assez simple, qui malheureusement ne simplifie pas la vie des décideurs ni des fournisseurs de techno, c'est que le choix évident n'existe pas, et ce qui amène à se poser les bonnes questions pour pouvoir faire le choix le plus adapté à son contexte. Et avant de revenir sur ces critères, le premier point qu'il faut avoir en tête est que quand on parle de connectivité, eh bien on fait face à une réalité que sont des grandeurs physiques qu'on manipule, un signal, des ondes électromagnétiques. Et dans ce monde-là, malheureusement, on ne va pas pouvoir maximiser toutes les grandeurs qui nous intéressent. Donc ce tableau, comment il se lit? Vous voyez des rectangles rouges, des rectangles verts. Les rectangles rouges indiquent une relation négative entre deux grandeurs, c'est-à-dire qu'augmenter la première réduit en général la seconde. Et à l'inverse, un rectangle vert indique une relation positive. Augmenter la première augmente également la deuxième. Vous voyez qu'il y a du blanc, ça se sent sur les cases qu'on a déjà décrites par ailleurs, et puis le gris pour indiquer qu'il n'y a pas de relation systématique entre les grandeurs. Donc les grandeurs qu'on met en avant ici sont la portée, quelle est la distance à laquelle va pouvoir porter notre signal. Donc ça va être une grandeur qui va être intéressante et qui va permettre de dimensionner le réseau. Bien entendu, plus on va avoir pour chaque antenne qu'on va installer dans le réseau une portée importante, plus il sera simple de couvrir un territoire important. Le débit, qui est donc la quantité de données que vous allez pouvoir envoyer par durée. La pénétration du signal, ça c'est également une grandeur qui peut être intéressante sur certains cas d'usage, de savoir dans quelle mesure la pénétration va être bonne ou non, notamment dans les bâtiments. Donc là, on va parler, désolé pour l'anglicisme, mais d'indoor, et de deep indoor quand on va vouloir parler d'une pénétration qui va permettre pas juste de rentrer à l'intérieur du bâtiment, mais de rentrer en profondeur dans un bâtiment, et donc d'avoir une bonne connectivité où qu'on se situe dans le bâtiment et pas juste en proximité des façades du bâtiment. Puis quatrième point, la réduction de la consommation énergétique. Ça également, c'est un sujet que, en principe, on regarde de plus en plus avec toutes les injonctions environnementales justifiées auxquelles on doit faire face, qui font qu'au-delà de l'équation économique des projets, on s'intéresse de plus en plus, et à juste titre, à l'impact environnemental net des projets. Donc le constat, quand on a dressé ces légendes, c'est de voir que si on veut maximiser toutes les grandeurs, c'est impossible. Lorsqu'on va augmenter la fréquence, en général, on réduit la portée. Lorsqu'on augmente la fréquence, on arrive à améliorer le débit, mais malheureusement, en général, la pénétration est moins bonne. Et de la même façon, réduire la consommation énergétique se fait souvent au détriment de la portée, du débit et de la pénétration. Donc c'est une équation assez difficile à résoudre, et trouver une forme de connectivité qui permette de maximiser toutes les grandeurs, donc portée, débit, pénétration, et de maximiser la réduction de consommation énergétique, semble a priori insoluble. C'est pour ça qu'il existe une myriade de types de connectivité. Donc les deux sigles WAN-LAN, vous en avez peut-être connaissance. Donc WAN, l'acronyme désigne Wide Area Network, donc un réseau, on va dire, à longue portée, et par opposition au LAN, qui est un Local Area Network, et donc qui est un réseau local comme celui qu'on peut avoir tout un chacun dans nos foyers, le réseau Wi-Fi du foyer par exemple. Donc là, le premier point, c'est déjà d'indiquer qu'on a
ces deux types de familles de connectivité. Bien entendu, les usages WAN sont a priori plus intéressants à considérer dès qu'on s'intéresse à un territoire, à une collectivité, et que le sujet n'est pas juste de connecter un bâtiment, mais bien de connecter une zone étendue, par exemple un complexe industriel, une zone de résidence ou toute une agglomération. Et sur la partie WAN, vous voyez qu'il y a également plusieurs logos qui apparaissent. On a, on va dire, deux grandes familles de connectivité, les connectivités qu'on appelle cellulaires, et donc qui s'adossent à un réseau cellulaire opéré par un opérateur télécom classique. Donc on a le NB-IoT, le LTE-M, la 5G, pour les citer. Donc NB-IoT, LTE-M sont deux technos qui s'appuient sur une infrastructure 4G. Et puis la 5G, qui aujourd'hui est déployée et qui est en train de se déployer davantage dans sa version standalone et qui permet d'avoir des profils utilisateurs adaptés à l'IoT. Et puis par ailleurs, on a également d'autres types de connectivité non cellulaires, donc qui s'appuient sur d'autres approches. On reviendra là-dessus. Les plus connus utilisés en France étant le LoRaWAN, Sigfox, donc, qui a été racheté par la société Unabiz, et puis le réseau WISE de l'alliance WISE. Juste pour être complet sur les logos que vous voyez sur la droite, j'ai indiqué le Zigbee, donc ça c'est le premier Z qui apparaît sur la droite. Le Z-Wave, ce sont deux protocoles qui sont beaucoup utilisés dans l'environnement bâtiment intelligent, qui ont certains intérêts, mais qui restent avec une portée locale. Le BLE, vous reconnaissez le logo du Bluetooth. Le LE étant pour la partie low energy, donc c'est une variante, on va dire, du Bluetooth qui cherche à optimiser la consommation énergétique. Le Wi-Fi que vous connaissez, ou la Wi-Fi selon comment on l'appelle. Et puis en bas, vous voyez qu'il y a également ce qu'on appelle des réseaux maillés. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail, mais les réseaux maillés sont des réseaux où on a plusieurs points, où finalement un récepteur peut également être un émetteur dans le réseau, et donc ce qui permet d'optimiser certaines choses, mais qui a aussi certains inconvénients parfois en termes de compétences disponibles, d'équipements compatibles. L'avantage quand même étant que, a priori, en théorie du moins, sont des réseaux qui peuvent être très résilients puisqu'ils s'auto-configurent et qui peuvent être utilisés aussi bien pour du WAN que du LAN. Mais finalement, cette notion de réseau maillé, c'est juste pour introduire qu'il y a encore d'autres types de connectivité, et ces réseaux maillés vont eux-mêmes s'appuyer de toute façon sur des protocoles parmi ceux qui sont indiqués autour de ce petit logo vert. Voilà pour le panorama rapide de ce que peuvent être les types de connectivité, et il n'est pas complet, pas exhaustif, mais il a pour vocation un peu de simplifier la situation. Et là, le zoom qu'on va faire va plutôt être sur ce qu'on appelle les connectivités WAN, essentiellement le NB-IoT, le LTE-M, LoRaWAN, Sigfox et WISE. Sur la 5G, dans sa version standalone adaptée à l'IoT, on manque encore un peu de recul de cas d'application. Donc on a choisi d'être plus mesuré sur la présentation de cette techno qui est prometteuse, mais encore à date insuffisamment déployée, du moins en France. Donc, une fois qu'on fait face à ce panorama, la question légitime est de se dire quels sont les critères qu'il faut adopter pour sélectionner la connectivité la plus adaptée. De façon classique, on peut penser à des critères qu'on va appeler ici théoriques. Donc, dans une analyse, par exemple, de type Pestel, on va tenir compte des critères technologiques, économiques, environnementaux, réglementaires et sociologiques. Eh bien, toute la difficulté, c'est que ces critères ne sont pas suffisants et qu'il va falloir les contextualiser. Une analyse purement techno dans l'absolu n'aura pas de sens si elle ne tient pas compte des cas d'usage en question. Elle n'aura pas de sens si elle ne tient pas compte des compétences de l'organisation qui sont déjà en place et disponibles. Elle n'aura pas de sens si elle ne tient pas compte non plus de la géographie et de la topographie. Et donc voilà, toute la complexité d'un point de vue critère, c'est que en fait, c'est une multiplication, une combinatoire de ces critères théoriques et de critères contextuels. Conséquence de ça,
il serait illusoire d'indiquer que telle connectivité va être adaptée à tous les cas d'usage, à toutes les géographies, à toutes les organisations existantes, à toutes les compétences disponibles. Il va toujours y avoir une prise en compte de cet existant et de ce contexte qui va permettre de réaliser la bonne sélection de connectivité. Alors pour autant, on peut quand même regarder quelques éléments qui sont dans la littérature, et notamment sur la partie vraiment technique, et tenter de dresser un comparatif qui reste simplifié de la réalité de ces 5 types de connectivité. Donc les 3 de gauche, LoRaWAN, Sigfox, WISE, étant du WAN non cellulaire, et le NB-IoT LTE-M du cellulaire. Là, juste pour être précis, sur la partie LTE-M, c'est du CAT-M1 qui est décrit ici. Le CAT-M2 existe également et a des caractéristiques légèrement différentes. Ce qu'on fait ressortir, donc sans rentrer dans le détail du tableau, sont notamment les points de force de chacun des types de connectivité. Le point de départ est le même, c'est-à-dire qu'une connectivité parfaite n'existe pas. Vous n'en aurez aucune qui va être verte sur toutes les cases. En revanche, elles vont chacune avoir une sorte de positionnement où elles vont maximiser certaines grandeurs au détriment d'autres, et c'est normal, c'est la physique qui est comme ça. Donc, par exemple, dans les caractéristiques du LoRaWAN qui sont intéressantes, c'est qu'il y a une très bonne couverture, que c'est un spectre radio qui est libre de droit. Si on parle de Sigfox, c'est le fait que ce soit un réseau qui, tout en ayant une bonne portée, peut avoir une efficacité énergétique intéressante, mais en revanche au détriment du débit. Et on est toujours sur un spectre radio libre de droit. Après, il y a toute cette question qui s'est posée sur la pérennité de ce type de techno après les déboires, on va dire, économiques de la société Sigfox, mais qui maintenant est rachetée par la société Unabiz et donc qui gère ce réseau et l'entretien. Pour une connectivité comme WISE, dans les points forts, il y a la portée, mais également la pénétration en deep indoor et une bonne efficacité énergétique. Et puis, un critère qui peut être intéressant également, c'est ce qu'on appelle le duty cycle. De façon approchante, on va dire que ça donne une estimation du temps de parole qu'ont les objets connectés. Et donc, plus ce duty cycle va être important, plus finalement on aura d'occasion pour l'objet connecté d'émettre ou de recevoir des messages. Et puis à l'inverse, sur les NB-IoT LTE-M, on est sur des connectivités cellulaires. Sur le LTE-M, le point de force est vraiment, on va dire, le débit plus élevé, tout en étant une techno qui va avoir une bonne portée, une consommation énergétique certes pas aussi optimisée que sur du Sigfox, WISE ou LoRa, mais qui va quand même être plus faible que ce qu'on aurait eu sur de la 4G, puisque ça s'adosse à une infrastructure 4G, avec donc un débit intéressant et une capacité à gérer des situations de mobilité. Et puis sur le NB-IoT, on va être sur des débits plus élevés que ce qu'on aura sur le LoRaWAN, Sigfox ou WISE, mais avec aussi quelques petits inconvénients sur la consommation énergétique, par exemple. Voilà, donc tableau qui est un peu dense, je vous prie de m'en excuser, mais l'idée était de faire ressortir de façon la plus factuelle et chiffrée quelques caractéristiques clés de ces connectivités. Après, bien entendu, la question légitime qu'on pourrait se poser est « OK, mais dans quel cas d'usage on peut penser à une techno plus qu'une autre ?» Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de binaire, et encore une fois, là, c'est vraiment simplifié. Donc, je le redis, ça va être vraiment du contexte par contexte. Pour autant, je me suis essayé à l'exercice périlleux d'essayer de mettre en avant quelques connectivités qui sont probablement plus adaptées, toutes choses égales par ailleurs, à certains cas d'usage. Et c'est là que vous voyez que, par exemple, on va avoir des technos comme le Zigbee, Z-Wave, qui vont être très intéressantes pour tout ce qui va être bâtiment intelligent. À l'inverse, le LoRaWAN
qui va être intéressant pour plusieurs cas d'usage. Le LTEM qui va beaucoup se concentrer sur les cas d'usage où justement on sera en situation de mobilité ou avec un besoin en bande passante qui va être important, là où WISE va être très légitime sur tous les cas d'usage de type smart grid ou éclairage intelligent, donc avec de la télérelève et une quantité de données qui ne va pas être très importante et potentiellement des capteurs ou des objets qui vont être en situation enfouie ou peu accessible et donc avec un besoin de pénétration qui est importante. Voilà, la situation est compliquée. La représentation ici n'est pas exhaustive, ne s'applique pas à tous les contextes, mais peut donner une idée quand même. Et en général, on va plutôt procéder par élimination pour se restreindre à quelques connectivités possibles. Et puis, voilà, s'appuyer sur tous les éléments de contexte pour faire le choix le plus pertinent. J'espère que cette présentation aura été d'intérêt pour vous. Si vous souhaitez poursuivre l'échange, je me tiens bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions maintenant ou plus tard. Je vous ai mis deux QR codes, un pour prendre contact avec moi si vous le souhaitez, et le deuxième pour en savoir un peu plus sur les travaux de l'IoT Business Hub que je vous ai présentés en introduction. La connectivité jusqu'au bout. Merci Wassim.